Et si c'était lui le dictateur, et dans la salle du Conseil suprême venait de prendre fin le rapport du Congrès universel de la fraternité, au terme duquel la motion de ses adversaires avait été pulvérisée à une majorité écrasante grâce à laquelle il devenait le personnage le plus puissant du pays, et tout ce qui se rapportait à lui désormais serait écrit ou dit avec des majuscules, à cause du tribut d'honneur. Il avait donc atteint l'ultime objectif de sa vie, et il ne pouvait raisonnablement désirer rien de plus. À 45 ans, la domination de la terre. Et il n'y était pas parvenu, selon la coutume, par la violence, mais par son travail, sa fidélité, son austérité, le sacrifice de toute distraction, des rires, des joies physiques et des sirènes mondaines. Il était pâle et portait des lunettes. Toutefois, personne n'était au-dessus de lui. Il se sentait bien, un peu fatigué, mais heureux. Un bonheur sauvage, si intense qu'il en devenait presque douloureux, l'imprégnait jusque dans les profondeurs de sa chair, tandis qu'il parcourait, à pied, démocratiquement, les rues de la ville, en méditant sur son propre succès. C'était lui le grand musicien, qui, quelques instants auparavant, au théâtre impérial de l'Opéra, avait entendu les notes de son chef-d'œuvre germer et s'épanouir dans le cœur du public haletant, remportant un triomphe. Et dans son crâne résonnaient encore les cataractes massives des applaudissements ponctués de hurlements de délire, comme il n'en avait jamais entendu, ni pour lui, ni pour les autres, dans lesquels il y avait de l'extase, des larmes, de la soumission. C'était lui le grand chirurgien qui, 1 heure auparavant, devant un corps humain déjà aspiré par les ténèbres, au milieu du grand désarroi de ses assistants qui le croyaient devenu fou, avait osé ce que personne n'avait encore jamais osé imaginer, détectant de ses mains magiques la petite lueur vacillante dans les profondeurs insondables du cerveau, où cette ultime parcelle de vie s'était cachée, comme un pauvre chien moribond qui se traîne dans la solitude d'un bois pour que personne n'assiste à l'humiliation déshonorante de sa faim. Et cette microscopique étincelle, il l'avait libérée du cauchemar des ténèbres, en la recréant, pour ainsi dire, de sorte que le défunt avait rouvert les yeux et souri. C'était lui, le grand financier, qui venait de triompher d'une série de manigances perfides qui devaient l'amener à la catastrophe et l'écraser. Mais par un coup de génie, il les avait retournés contre ses ennemis, en les ruinant. À la suite de cette périlleuse manœuvre, dans un frénétique crescendo de téléphones en folie, de calculatrices et de téléscripteurs électroniques, son compte créditeur s'était amplifié d'une capitale à l'autre, comme un lourd nuage d'or, au-dessus duquel, maintenant, il trônait, victorieux. C'était lui le grand savant, qui, dans un élan d'inspiration divine, venait de percer, dans son misérable bureau, la sublime essence de la formule suprême, devant laquelle les gigantesques efforts mentaux de centaines de savants, collègues disséminés dans le monde entier, devenaient, du coup, en comparaison, des balbutiements ridicules et incohérents. Et maintenant, il savourait la béatitude spirituelle de tenir bien serré dans ses mains la vérité première, comme une douce et irrésistible créature humaine qui serait sienne. C'était lui le généralissime, qui, encerclé par les armées en nombre bien supérieur, avait, par sa ruse et son énergie, transformé son armée épuisée et découragée en une horde de titans déchaînés, et le cercle de fer et de feu qui l'étouffait s'était brisé en quelques heures. Les bataillons ennemis terrorisés fuyaient en débandade. C'était lui le grand industriel, le grand explorateur, le grand poète, l'homme finalement victorieux, après de très longues années d'un travail laborieux et ingrat, d'obscurité, d'économie, de fatigues incessantes, et dont les stigmates, et hélas, sont indélébiles sur le visage las, par ailleurs lumineux et rayonnant. C'était une merveilleuse matinée ensoleillée. C'était un crépuscule orageux. C'était une tiède nuit éclairée par la lune. C'était un glacial après-midi de tempête. C'était une aube de cristal très pur. C'était seulement l'heure, rare et merveilleuse, de la victoire que peu d'hommes connaissent. Et il marchait, perdu dans cette exaltation indicible, tandis que les immeubles faisaient la haie autour de lui, dans l'évidente intention de lui rendre les honneurs. S'ils ne se courbaient pas pour le saluer, c'était seulement parce qu'ils étaient faits de pierre, de fer, de ciment et de briques, d'où une
certaine rigidité, et les nuages du ciel, eux aussi, fantômes heureux, se plaçaient en cercle, par bandes superposées, en formant une espèce de couronne. C'est alors, comme il traversait les jardins de l'Amirauté, que son regard, par hasard, en passant, se posa sur une jeune femme. À cet endroit, le long de l'allée, s'étendait une sorte de terrasse surélevée, bordée d'une balustrade en fer forgé. La jeune fille se tenait là, les coudes appuyés sur la balustrade, et elle regardait distraitement en dessous. Elle pouvait avoir une vingtaine d'années, pâle, les lèvres paresseusement entr'ouvertes, avec une expression d'apathie languissante et destructrice. Ses cheveux très noirs, tirés sur le haut de sa tête, étaient coiffés en chignon, qui projetait, aile de jeune corbeau, une ombre sur son front. Elle aussi se trouvait dans l'ombre, à cause d'un nuage. Très belle. Elle portait un simple pullover, de couleur grise, et une jupe noire très serrée à la taille. Le poids de son corps reposait sur la balustrade, et ses hanches s'épanouissaient librement de biais, nonchalantes et animales. C'était peut-être une étudiante de la bohème d'avant-garde, une de ces filles qui, avec leur négligence et leur impertinence, parviennent à une élégance presque agressive. Elle portait de larges lunettes bleues. D'en bas, mais juste pendant une fraction infinitésimale de seconde, il entrevit ses jambes, au travers de la grille de la balustrade. Juste une partie, car les pieds étaient cachés par le bord de la terrasse, et sa jupe était plutôt longue. Il perçut toutefois, à contre-jour, la courbure insolente des mollets qui s'élargissaient au-dessus des chevilles fines en cette émouvante progression charnelle que tous connaissent, bien vite cachée cependant par le bord de sa jupe. Ses cheveux flamboyaient au soleil. Elle pouvait tout aussi bien être une fille de famille, une actrice, une pauvre créature, ou encore une fille perdue. Quand il passa devant elle, la distance entre eux n'était guère de plus de 2,5 mètres, 3 mètres. Cela dura le temps d'un clin d'œil, mais il put la voir très bien. La fille le regarda, non par curiosité, au contraire même c'était plutôt par une sorte de suprême indifférence, qui faisait que, tout à son apathie, elle ne contrôlait même pas ses regards. Après lui avoir lancé un coup d'œil furtif, il avait de nouveau regardé droit devant lui, pour garder sa dignité, d'autant plus que son secrétaire et 2 autres acolytes l'escortaient. Mais il ne put résister, et le plus rapidement possible, tourna de nouveau la tête pour la voir. De nouveau la fille le regarda. Il lui sembla même, mais ce devait être une idée qu'il se faisait, que les voluptueuses lèvres exsangues avaient un frémissement, comme lorsqu'on va parler. Allons, suffit. Il ne pouvait décemment plus rien risquer. Il ne la reverrait sans doute jamais. Sous la pluie qui tombait à verse, il s'appliqua à ne pas mettre les pieds dans les flaques d'eau de l'allée. Il lui sembla ressentir une vague chaleur sur la nuque, comme si un souffle l'effleurait. Peut-être, le fixait-elle encore. Il pressa le pas. Mais à ce moment précis, il s'aperçut que quelque chose lui manquait. Une chose essentielle, très importante. Il haleta. Il s'aperçut avec effroi que le bonheur d'avant, cette sensation d'apaisement et de victoire, avait cessé d'être. Son corps était un poids triste, et une foule d'ennuis l'attendait. Pourquoi ? Qu'était-il arrivé ? N'était-il pas le dominateur, le grand artiste, le génie ? Pourquoi ne réussissait-il plus à être heureux ? Il marchait. Désormais, le jardin de l'Amirauté se trouvait derrière lui. Où se trouvait cette fille maintenant ? Quelle absurdité, quelle sottise ! Parce qu'il avait vu une femme ? Amoureux ? Comme ça, tout d'un coup ? Non, ce n'était pas des choses pour lui. Une fille inconnue peut-être, une pas grand-chose. Et pourtant, là où, quelques instants auparavant, vibrait une délectation infinie, s'étendait maintenant un désert aride. Il ne la reverrait plus jamais. Il ne la connaîtrait jamais. Il ne lui parlerait jamais. Ni à elle, ni à ses semblables. Il vieillirait sans même leur adresser un mot. Dans la gloire, oui, mais sans cette bouche, sans ces yeux à l'apathie lancinante, sans ce corps mystérieux. Et tout cela, sans le savoir,
il l'avait fait pour elle. Pour elle et les femmes comme elle, les inconnues, les dangereuses créatures qu'il n'avait jamais touchées. Et si ces années infinies de claustration, d'efforts, de rigueur, de pauvreté, de discipline, de renoncement, n'avaient eu que ce but, si dans la profondeur et le dépouillement de ces macérations, ce désir effrayant s'était tapi, si derrière la soif de célébrité et de puissance, sous ces misérables apparences, l'amour seul l'avait éperonné. Mais il n'avait jamais compris. Il ne s'en était jamais douté. La seule pensée lui aurait semblé une folie scandaleuse. Ainsi, les années étaient passées, inutilement. Et aujourd'hui, il était trop tard.